Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 10 août 2025. Ce soir, on va faire un gigantesque tour de l'actualité internationale. On va faire ce qu'on fait habituellement à Radio-Québec, c'est-à-dire qu'on va proposer une vision synoptique et un cui bono de l'ensemble de l'action de ce président qui est fortement mésinterprété par certains comptes et des personnes qui l'accusent de défendre le génocide, etc. Et on va voir si ça colle avec ce qu'il fait dans le fond, c'est-à-dire faire la paix, etc. Et donc, comment d'un côté, on peut l'accuser comme si j'ai été scandalisé d'un tweet là, de cette Kairos Press, Donald Trump, le traître suprême de la promesse de rupture à l'appel au génocide, le finir le travail, etc. à Gaza. Et ça, c'était il y a 2 jours. J'en ai, encore une fois, je tombe de ma chaise à chaque fois que je lis des trucs comme ça. Il y a aussi des commentateurs qui étaient avec nous durant la COVID, puis là, qui l'accusent évidemment, de tous les mots, d'être à la solde d'eux et de défendre le génocide. Et donc, c'est probablement l'aspect le moins bien compris de la politique étrangère de Donald Trump, de son action politique en général. Surtout sur les comptes européens, les comptes français. Le micro n'est pas branché. Est-ce que ça va mieux, ça? Est-ce que ça va mieux? Vous m'entendez mieux maintenant avec le micro? C'est con, j'ai le fil du... en tout cas, passons. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Est-ce que j'étais... vous avez entendu probablement avec le micro de l'ordinateur, c'était pas si hot, mais est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? OK. Donc, c'est ça, je veux aller au fond de cette histoire-là, c'est-à-dire montrer comment, d'un côté, Trump peut dire, parce qu'il a dit à un moment donné, il a dit, bon, étant donné que le Hamas ne veut pas négocier, allez-y, les Israéliens, finissez le travail. Puis là, on l'accuse de génocide. Finissez le travail d'aller au bout de la destruction du Hamas. C'est pas finir le travail, genre, de l'épuration ethnique ou etc. Parce que quand on regarde l'ensemble du travail de... Le son est moins bon, les gens disent. Là. Quand on regarde l'ensemble du travail de Donald Trump à l'international, on voit que sa préoccupation principale, ça a été d'éteindre les feux et de créer la paix mondiale. Okay? Donc, on va faire ça rapidement. On va brosser le portrait de ça rapidement aujourd'hui, de son premier mandat, de ce qui se passe aujourd'hui. Là, il y a finalement l'annonce de cette... Et ça, le micro coupe un peu le volume, là, mais c'est de l'annonce de cette rencontre avec Vladimir Poutine pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Puis là, il y a toujours les pisses vinaigres, ceux qui crachent dans la soupe. Il dit, il avait promis de terminer ça en 24 heures, etc. Ben oui, bon. Il n'était pas pour dire, je vais terminer ça en 1 an, etc. Tu vas être en élection, tu vas être vendeur. Mais l'objectif, c'est de... Ce que vous ne pouvez pas lui enlever, c'est que son objectif, c'est de mettre un terme à ça. Puis là, tu dois négocier avec les alliés européens, etc., garder une crédibilité. Il y a tellement de petits... truc à ajuster dans une diplomatie aussi large que celle-là sur la scène mondiale. Il y a des négociations commerciales, il y a le veto de l'Ukraine, de la Russie, etc. Et donc, mais l'objectif, ça a toujours été la paix. Donc, c'est ça, cette rencontre-là avec Poutine en Alaska va être déterminante pour l'issue du conflit. J'ai l'impression que ça se termine, que ça va se terminer rapidement. On rappelle que c'était déjà en termes de conquête militaire, c'était déjà terminé en mars 2022. La Russie encerclait Kiev, avait encerclé Kharkov, avait pris le Donbass, avait pris, c'est quoi l'autre ville dans le sud, là? Pas Mariupol, mais l'autre... Kherson, etc., etc. Donc, la Russie avait comme pénétré profondément dans le territoire ukrainien. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Russie
a décidé de retirer ses troupes et de ne se concentrer que sur un mince front, le front du Donbass. Et il y a eu ce changement de stratégie-là a pas été bien compris par beaucoup de personnes. Il était cependant nécessaire. Et donc, on va parler aussi on va avoir une réflexion générale sur la guerre et l'art de la guerre, parce qu'il y a la guerre et l'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est réussir à faire plier ton adversaire sans combattre. On sait, c'est ce que Sun Tzu dit, c'est ce que Trump fait beaucoup, là, hein, avec... il essaie de faire plier ses adversaires sans combattre. Les trucs sont déjà réglés à l'avance, souvent avec lui. En politique intérieure, c'est très, très, très clair. Mais c'est ça. Donc, et quand c'est pas possible de faire plier l'adversaire, quand c'est pas possible de gagner sans avoir combattu, ben, il faut combattre. Et ça, c'est la guerre. Donc, il y a la guerre et l'art de la guerre. L'art suprême de la guerre, c'est de faire plier son adversaire sans avoir à combattre. Mais des fois, le combat est nécessaire. Et là, il faut que les gens comprennent ça. Qu'est-ce que c'est la guerre? Qu'est-ce que c'est le combat? On va avoir une petite réflexion là-dessus parce que, notamment à Gaza, encore une fois, la problématique d'un web journal comme celui-ci, c'est d'expliquer des concepts stratégiques, des concepts militaires à des civils. Les gens ne veulent pas, comprennent pas et comprennent pas la nature des opérations militaires, etc. Et donc, je vais juste expliquer encore une fois un certain nombre de trucs. Et on va terminer avec ça ici, le catéchon. C'est un concept, je pense que c'est un mot grec, c'est un concept qui m'a été introduit par Maître Damien Viguier, on le salue, et qui s'applique, je pense, très bien à Trump et qui pourrait aider certains chrétiens à, je veux dire, faire... comment je pourrais dire, avancer leur réflexion sur Trump. Donc, je le mets comme ça ici, c'est la petite partie eschatologique à la fin du web journal. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le concept de catéchon. On va y revenir. Hein. Ça tire son origine dans la Bible avec Saint Paul, mais ça s'applique à Trump. Et moi, je l'élargis un petit peu plus. Je l'élargis. On va aller voir ça à la fin. J'avais une section sur RFK parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en santé, mais j'ai décidé de pas faire ce que j'ai fait la dernière fois. J'ai fait un web journal sur l'Obamagate, puis à la fin, j'avais ma petite capsule sur la Hamas qui avait l'air complètement ridicule à la fin. Et là, je me suis dit, au lieu de faire une petite capsule ridicule à la fin sur RFK, je vais faire un autre web journal cette semaine, probablement mercredi. Soral et Douguin ont parlé du catéchon. OK, donc, je ne les ai pas entendus. Moi, c'est l'ancien avocat de Soral, en fait, Damien Viguier, qui m'a répondu sur un de mes tweets, puis il avait dit catéchon. J'ai regardé, puis c'est probant, c'est intéressant, et donc... on va en parler. Tant mieux si il y a une convergence des... mais mon interprétation va probablement être différente de la leur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un concept fertile. C'est un concept qui stimule la réflexion. Voilà. Et donc, c'est ça. Donc, on critique acerbe contre Trump qui est, d'une part, perçu par une partie du web, les soldats digitaux, ceux qui se sont... les médias libres, et puis comme un génocidaire à la solde d'Israël qui figure dans les dossiers Epstein, selon Pierre Jovanovic, et pour d'autres, un faiseur de paix, hein, le Peace President. En tout cas, c'est comme ça que le président aime se présenter. Il a signé cette semaine une paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ça faisait 35 ans que le conflit durait. Et ils sont allés à la Maison-Blanche signer. Et là, ça s'inscrit dans une longue suite de procédures, de négociations, d'opérations diplomatiques visant à stabiliser le système mondial. On l'a expliqué on l'a expliqué beaucoup de fois dans les web journaux, de quelle façon Trump, dans son premier mandat, a fait le tour du monde pour stabiliser le système mondial. On va revenir un petit peu là-dessus, mais là, ça s'accélère. Et là, ça s'accélère avec son deuxième mandat. Et il a promis de rendre le monde plus sûr, nous dit la BBC. Trump a promis de rendre le monde plus sûr. L'a-t-il fait? Et donc, on va répondre à la question de la BBC. Et là, après ça, regardez les actions de ce président-là, de cet être humain, Et là, demandez-vous si ça cadre avec la personnalité d'un pervers narcissique. C'est genre quelqu'un qui viole et torture des jeunes filles sur l'île d'Epstein ou dans, tu sais, si ce qu'il fait, par exemple, avec les accords d'Abraham, vous voyez,
On l'a expliqué à plusieurs reprises, mais pour les nouveaux, là, ce qu'il fait avec les accords d'Abraham, est-ce que ça nous amène plus près du Grand Israël? Et donc, est-ce qu'il est réellement contrôlé? Tu sais, il stabilise les frontières de toute la région. Il fait en sorte qu'il y ait une paix régionale. Et là, on va voir l'ensemble de ça parce que on voit souvent des nouvelles passer, tu sais, ici, un petit brin là, et puis là, on les a toutes rassemblées ensemble dans ce web journal-ci. Vous allez voir, vous allez avoir une vision d'ensemble du travail de ce personnage historique. Là, les gens disent toujours, Alexis, tu sais, c'est un Trumpolâtre. On l'entend. C'est pas un Trumpolâtre. Je veux dire, regardez juste qu'est-ce qu'il fait. Merde, je veux dire, comparez-les à Macron ou à vos leaders. Après ce web journal-ci, où est-ce qu'on va brosser le portrait de ce qu'il a fait, comparez-les à vos leaders. Puis là, tu sais, vous essayez de me critiquer en disant, tu sais, t'es un Trumpolâtre. Je suis pas un Trumpolâtre. Je veux dire, c'est absolument inconcevable ce qui est en train de se produire au début du 21e siècle. Hein, j'avais dit dans les journaux, dans le web journal ici notamment, le 21e siècle, j'avais expliqué de quelle façon on était avec le 11 septembre. On était censé se diriger vers un siècle de guerre, de sécurité, de Patriot Act, d'écrasement des peuples, de guerre au terrorisme sans fin, parce que ça ne s'arrête pas le terrorisme, guerre, puis après ça, des pandémies sans fin. On nous avait dit, je vais montrer les clips là, de personnes de l'Organisation mondiale de la santé qui disaient on est rendu à l'ère des pandémies, et puis là, ça va être une pandémie après l'autre pour nous contrôler, etc. Puis là, qu'est-ce qui se passe? On s'en va exactement dans le sens inverse. Le gars est en train de régler tous les problèmes. On était censé porter une puce RFID puis avoir un passeport vaccinal pour se changer de district, traverser les ponts, aller dans les restaurants, etc. Puis finalement, pouf, il n'y en a plus de RFID, passeport vaccinal, puis c'est à cause du travail des patriotes. Et donc, c'est pas une question d'être Trumpolâtre, c'est de reconnaître que le gars a damé le pion au mondialisme et au plan mondialiste. C'est pour ça qu'on parle de catéchon, finalement. C'est pas une question de Trumpolâtrie, c'est que son action est effectivement absolument exemplaire et historique, pour ne pas dire légendaire ou même mythique, mais là vous pourriez peut-être me recadrer, mais c'est... Ce gars-là va finir comme les grands noms de l'histoire. Va finir comme un des grands noms de l'histoire. Puis là, aujourd'hui, ben c'est ça, on est sur le volet paix internationale, comme le titre l'indique. Je voulais dire, avant de continuer, il y a des nouvelles règles sur Twitter et sur X, là, et qu'on demande maintenant la vérification d'âge, surtout pour les comptes européens, mais des comptes ici aussi qui se sont fait demander la vérification d'âge au Canada. On m'a envoyé des captures d'écran. Et donc, ça limite beaucoup notre portée et évidemment nos finances, les rentrées, la capacité de nous appuyer, etc. Et donc, on vous suggère de vous abonner à notre Getter, les Européens, les Français. On a perdu au moins la moitié de nos vues, là. Tous les web journaux, presque tous les web journaux, depuis l'inauguration, en janvier, ont fait sur X, entre 100 et presque 400 000 vues. C'est un gros chiffre, là. En général, 150 000, 200 000 pour les bons, puis certains ont fait 350, 375 000. OK? Et là, on a, pour le dernier web journal, avec ça empêche la portée, ça empêche de partager, puis on n'apparaît pas dans les barres de recherche. Et donc, on a comme 50, 60 000, etc. Ça a au moins divisé par 2 notre portée. Et donc, on demande d'essayer de nous partager le plus possible. Ça c'est un coup dur à Radio-Québec, là, et d'autres. Et donc, de nous partager le plus possible, malgré souvent la vérification d'âge et aussi de nous appuyer, si vous en avez l'occasion, si vous êtes capable d'écouter ce web journal-ci, puisque c'est un coup majeur pour les médias indépendants. Et c'est probablement voulu comme ça. Il y a des façons de le faire, on le laisse dans les commentaires et tout. On explique ça à la fin du web journal, mais c'est ça. Donc, sur Getter, puis on republie sur Odyssée aussi, mais sur Getter, on préfère... Getter, c'est en direct, et donc c'est bon pour tout le monde. Voilà. Donc, regardez, avoir une vision synoptique. Cui bono, la paix mondiale, ça bénéficie à qui? Ça bénéficie pas pour ceux qui détestent Israël et tout, là. Est-ce que la paix mondiale bénéficie à Israël et au projet du Grand Israël? Évidemment, non. Le projet du Grand Israël est basé sur la guerre perpétuelle. Il faut attaquer, il faut que l'Irak soit complètement détruit pour pouvoir
bouffer une partie du territoire irakien. Même chose avec l'Arabie saoudite, il faut que l'Arabie saoudite soit détruite pour bouffer une partie du territoire saoudien, le Liban, etc., puis une partie de l'Égypte, etc. Il faut vraiment, faut que tous ces gouvernements-là soient détruits, les peuples broyés, etc. Et là, on stabilise. Tu vois, encore une fois, pour les alliés du Grand Israël, pensez-y, j'ai eu plusieurs passes sur Twitter cette semaine. Il y a Grand Israël, Alexis Blanc et Trump. Ils sont même, Israël a de la difficulté avec Gaza. Ça fait 2 ans qu'ils sont là, puis ils ne sont pas arrivés à bout du Hamas. Et là, pensez le Caire, c'est juste une ville comme ça, le Caire, avec l'armée iranienne, je veux dire l'armée égyptienne, ou l'Arabie saoudite, etc. Bon, voilà. Mais donc, Trump arrive là et stabilise les frontières et amène la paix mondiale. Donc, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, il faut mettre ça sur fond de toile de ce dont on a parlé dans les webjournaux précédents, c'est-à-dire le démantèlement du USAID et les mises à la retraite, les départs à la retraite à la Central Intelligence Agency, le fait que et le FBI et la Central Intelligence Agency, la CIA, sont dans la ligne de mire de l'administration Trump pour une réforme complète, etc. Et donc, on n'est pas du tout... Est-ce qu'on est dans une logique impériale? J'ai entendu ça, là, je lis des commentaires sur Twitter, puis mon web d'aujourd'hui, c'est surtout en réaction à ça, des gens qui n'ont absolument rien compris. Quand tu défais ton service de renseignement international, la CIA, et ton service de propagande et de manipulation des élections partout, le USAID, tu n'es pas sur une logique impériale. Encore une fois, je reviens sur ces commentaires de géopoliticiens de plateau qui disaient genre Trump essaie de sauver l'Empire américain. Il n'essaie pas de sauver l'Empire américain, il fait la paix dans le monde puis il ramène les troupes. Il est sur une logique complètement différente, là. On n'est pas du tout dans le même genre de... Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a cette annonce de... On va arrêter de radoter. Il y a cette annonce de rencontre Trump-Poutine pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Ça va probablement se terminer d'ici l'automne, j'aurais l'impression. Il y a le prix Nobel de la paix qui se profile à l'horizon, qui devrait être annoncé le 10 octobre. Et Trump a probablement déjà été nominé pour le prix Nobel de la paix à la fin 2024 ou au début 2025. Parce que, rappelez-vous, les différents accords, les différents cessez-le-feu négociés à la fin, alors qu'il était encore candidat, là. Le candidat choisi par Trump pour administrer le pays, il lui attribue le mérite de l'accord du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Il y avait eu aussi un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il avait dit à Gaza, il avait dit je veux un cessez-le-feu jusqu'à mon inauguration. Rappelez-vous ça. Et là, il y avait eu un cessez-le-feu autant avec le Hezbollah, autant avec le Hamas. Et donc, son nom a probablement déjà été mis dans le lot. Et là, maintenant, il ne fait que dérouler parce que c'est ça qui va se passer, là. Il va certainement obtenir le prix Nobel de la paix. Et donc, je vais vous montrer un peu ce qu'il a fait depuis. Donc, ici, la Serbie, ça c'est donc la Serbie était sur le point d'entrer en conflit, mais nous y avons mis fin. Trump, nous avons travaillé avec eux et avec le Kosovo. Il était sur le point d'avoir un conflit entre la Serbie et le Kosovo, et Trump a mis un terme à ça, nous explique Euronews ici. Là, ça, on l'a vu la dernière fois. Rapidement, la RDC et le Rwanda signent un accord de paix tant attendu à Washington. Il vient de stabiliser une partie de l'Afrique. C'est toujours oui, puis après ça, il y a une rupture du cessez-le-feu, etc. Mais regardez le travail du bonhomme, là, il ne peut pas contrôler le capitaine un tel sur le terrain qui a les nerfs à vif, puis qui a tiré, puis qui a eu une salve de but en retour, etc. On ne peut pas tout contrôler, mais regardez, ayez une vision d'ensemble, c'est-à-dire ce qui est récurrent dans le travail de Trump. Donc, il les invite à la Maison-Blanche et il signe. Et là, donc, RDC et Rwanda, même chose ici avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Trump annonce un plan de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et les deux présidents, arméniens et azerbaïdjani, recommandent Trump pour le prix Nobel de la paix. Donald Trump, recommandé pour le Nobel. L'Arménie et l'Azerbaïdjan soutiennent le président américain pour le prix Nobel de la paix, rejoignent Israël et le Pakistan. Exclusif, l'appel de Trump a débloqué la crise frontalière entre la Thaïlande et le Cambodge. Le Cambodge nomme Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Le président Trump affirme que les États-Unis ont aidé à négocier le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan nomme Trump pour le prix Nobel de la paix, saluant son talent d'homme d'État exceptionnel. Après ça, rappelez-vous aussi, après la fin du conflit entre Israël et l'Iran, finalement, il n'y a plus de changement de régime. Et tout le monde me disait, je m'étais encore une fois mis la tête sur le bio, tout le monde me disait, tu te mets la tête sur le bio, Alexis. Je ne devrais pas faire des faces comme ça parce que je perds de la crédibilité.
tout le monde me disait, genre, tu joues gros ici alors que les missiles pleuvaient, hein, que c'était... et là, tout le monde disait, je dis, Netanyahou va accepter le cessez-le-feu, il y aura pas de reprise. Là, tu ne connais pas Netanyahou, c'est un psychopathe, Alexis, surtout les Européens, là, tu sais. Et là, je disais, non, 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 ça va tenir. Et qu'est-ce qui se passe? Là? Bon, tu vois, c'est ça, là, 48 heures de folie. Comment l'accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran a été conclu par Trump et Netanyahou qui recommande Trump pour le prix Nobel de la paix à la Maison-Blanche. Rappelez-vous de ça. Donc, il y a 4 nominations pour le prix Nobel de la paix. Azerbaïdjan, Arménie, Cambodge, Pakistan et Israël. Ça, c'est sans compter... ça, c'est juste en 6 mois. C'est en 6 mois En 6 mois! Je veux dire, puis là, après ça, il y a des pistes vinaigres sur X qui dit il avait promis d'arrêter le conflit en Ukraine en 24 heures. Regardez le travail de ce bonhomme-là. C'est des gens qui sont éternellement insatisfaits. Ça va probablement mal dans leur vie, dans le genre, c'est des gens qui peut-être boivent de l'alcool beaucoup, et puis ou bien qui fument du shit à répétition, qui sont comme sur la, ils regardent beaucoup de porno, trop de jeux vidéo. Ça affecte la dopamine, puis finalement, quand tu n'as pas ton fixe de dopamine, tu es toujours insatisfait de tout. Moi, je fais rien de tout ça. Pas de jeux vidéo, pas de porno, pas d'alcool, pas de rien. Je veux dire. Fait que ma dopamine est intacte, puis je regarde qu'est-ce qui se passe, puis c'est comme, on n'a jamais vu quelqu'un faire ça. Il n'y a jamais eu dans l'histoire quelqu'un qui a fait ça. 24 heures. Il n'y a jamais eu dans l'histoire quelqu'un qui a fait autant pour la paix en si peu de temps. OK? Ça, c'était c'est depuis le mois de janvier. Là, dans le premier mandat, rappelez-vous, c'était la paix avec Kim Jong-un. Il avait dit qu'il allait faire sauter la Corée du Nord. Puis là, les gens me disent toujours, genre, tu sais, m'arrive avec une déclaration, une coupure de presse. Là, un tel a dit qu'il allait faire sauter telle chose. Que dis-tu de ça, Alexis? Arrêtez de regarder les déclarations. Ça sert à rien. C'est pas... c'est du tape à l'œil. Mais pas seulement ça. Donc, il n'y a pas non seulement cette regardez le petit Kim, le Rocketman, comme il l'appelait, là, l'homme fusée. Tout content de serrer la main de Donald Trump, les deux rigolent bien et puis s'entendent. Les médias toujours insatisfaits, un peu comme les pistes vinaigres, les black pills. Là. Hein, Trump, ami des dictateurs, nanana, c'est jamais assez bon pour les médias. Quelques bonnes nouvelles, c'est la même chose avec les black pills puis les pistes vinaigres. Quelques bonnes nouvelles, il y a toujours tu ne comprends pas, Netanyahou, blabla, c'est comme... C'est jamais bon. L'Iran n'acceptera jamais. Ce sont des fanatiques. Soit c'est un côté, soit de l'autre. Et donc, ça s'inscrit dans une logique mondiale pour Trump. Hein? Rappelez-vous, le retrait des troupes de l'Irak et de l'Afghanistan, c'est le fondement de la politique America First. America First, c'est on arrête de dépenser des milliards pour des conflits qui ne nous concernent pas. On ramène les troupes à la maison et on reconstruit les États-Unis. Encore une fois, il n'essaie pas de sauver l'Empire américain, comme la Tarte disait là, sur un autre plateau de télévision. Il ramène les troupes. Il est comme sur un autre logiciel complètement. Hein? Donc, il ramène les troupes de l'Afghanistan, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont il a fait le croc en jambe, on l'a expliqué dans le web journal il y a 3 ans, le web journal qui s'appelle Le piège afghan, où est-ce que c'est Trump qui se retire d'Afghanistan, mais tu ne peux pas ramener tous les équipements, etc. Ça serait trop cher, trop de logistique, etc. Et donc, il laisse Biden prendre le coup, l'odieux du retrait, puis le fait d'abandonner les jeunes filles qui ne pourront plus aller à l'école parce que quand tu prends des décisions de politique étrangère, il y a des conséquences. Tu te retires d'Afghanistan, tu n'es plus le gendarme du monde, là. Il y a des conséquences à ça, puis il y a comme plein de personnes qui vont dire il abandonne, et donc tu laisses Biden se débrouiller avec la merde, mais c'est lui qui a signé. C'est donc retrait des troupes américaines d'Irak. Ils sont passés, il reste encore quelques centaines de troupes, je pense, moins d'une brigade. C'est moins de 2000, aux alentours de 2000 hommes. C'est rien, une brigade. Je pense qu'en Irak, il y a déjà eu 300 000 hommes. Donc, même chose avec la Syrie, retire les troupes de la Syrie. Vous avez ça ici. Donc, secrétaire à la Défense, Trump ordonne le retrait des troupes américaines restantes du nord de la Syrie. Encore une fois, il reste comme 1000 troupes qui ne font rien là-bas. Retrait des troupes américaines de Somalie.
Donc, retrait des troupes partout dans le monde. Encore une fois, ceux qui sont sur le logiciel Trump est contrôlé par Israël, je le répète, ça fait 1000 fois que je le répète. Est-ce que, tu sais, Israël, qui est un petit pays qui a besoin de l'armée américaine pour se défendre, on a tous vu les caricatures où est-ce que Israël se cache derrière le gros américain, le géant américain musclé. Mais là, que les États-Unis retirent leurs troupes de partout, d'Irak, de Syrie, d'Afghanistan, que finalement que le truc avec l'Iran soit réglé. Est-ce que ça a l'air d'un homme contrôlé par Israël? Israël a pu les troupes américaines autour de lui pour défendre Israël. Imaginez. Imaginez. Là, il reste des troupes, comme on dit en Irak, moins d'une brigade ou quelques centaines de personnes. C'est un retrait progressif éventuellement. Il ne restera plus rien. Donc, encore une fois, Trump contrôlé par le Mossad, c'est Jovanovic qui disait ça, je l'ai entendu sur d'autres trucs aussi. Là. Epstein, il est contrôlé par Epstein. C'est un truc. Est-ce que ça colle avec quelqu'un qui est contrôlé par le Mossad, le fait de retirer les troupes américaines? Pensez-y sérieusement. Si vous pensez, si vous regardez, si vous avez une vision d'ensemble de l'action du bonhomme, Trump, puis là, vous regardez les affirmations individuelles des pisse-vinaigre, Black Pill, etc., vous comprenez que c'est complètement ridicule. Salim Laibi, tout ça, là, tu sais. On va arriver à Gaza. Et donc, finalement, mais si tu retires les troupes américaines de partout dans le monde, y compris tout autour d'Israël, l'espèce de appareil de sécurité pour Israël, en Syrie, un petit peu partout, là, les troupes américaines en Irak, etc., qui étaient là pour intervenir à la demande d'Israël, etc. Ben, si tu retires tout ça, Israël se trouve tout nu. Mais tu as besoin de stabiliser la région. C'est ce que Trump fait avec les accords d'Abraham. Accord d'Abraham, traité entre Israël, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc, etc., pour la normalisation des rapports avec Israël. Donc, tu enlèves les casus belli, les zones de tension. Et donc, comme ça, étant donné que la région est apaisée, tu peux retirer tes troupes. Tu n'es pas obligé d'être là pour toujours protéger Israël. Étant donné qu'il y a la paix, fait que c'est ça, c'est gagnant-gagnant, Trump. C'est toujours ça avec Trump, c'est gagnant-gagnant. Donc, les accords d'Abraham avec Netanyahou, le boucher, accord de normalisation économique entre le Kosovo et la Serbie, il y a ça aussi, hein, donc, ouais, c'est ça. Donc, les accords d'Abraham, et là, ça c'était lors de son premier mandat. OK? Donc, il retire les troupes. Deuxième mandat, on vient de voir c'est quoi. Donc, prix Nobel, négociations partout dans le monde. Et donc, finalement, qu'est-ce que c'est les accords d'Abraham? Donc, normalisation des relations entre le Maroc, entre les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Arabie, pas encore l'Arabie saoudite, on y arrive, l'Arabie saoudite. C'est un peu le nœud du problème. Mais là, il faut évidemment élargir les accords d'Abraham. Donc, il commence ça dans son premier mandat. Dans le deuxième mandat, il continue d'élargir les accords d'Abraham. Vous avez ici, ouais, les États-Unis peuvent-ils aider à établir de nouveaux liens entre Israël, le Liban et la Syrie? De nouveaux liens. Le Liban et la Syrie sont en guerre perpétuelle contre Israël. Là, je veux dire, ben, le Liban, pas officiellement, c'est la milice, le Hezbollah dans le sud du Liban surtout, mais donc, parce que les gens sont comme, encore une fois, j'argumentais sur Twitter, des fois je fais ça, je lance une bombe, puis après ça j'argumente, puis je me fais une tête, je regarde c'est quoi les arguments du camp d'en face, les gens se demandent pourquoi tu aimes la chicane, Alexis, c'est pas la chicane, c'est que c'est comme ça que ça aide à réfléchir, débattre, ça aide à réfléchir, fait que je débat sur Twitter, ceux qui sont comme trop, comment on pourrait dire, trop baveux, eh bien, je les flush, je les bloque, mais les autres, je débat un peu, ça m'aide à réfléchir. Et donc, ici, Israël a l'intention d'inclure le Liban et la Syrie dans les accords d'Abraham. Et là, nous disant, non, il n'y aura jamais de paix, Netanyahou poursuivra toujours son... Non, non, non! On s'en va vers la paix, vous n'avez pas compris, on s'en va vers la paix. C'est toute la région qui s'en va vers la paix, y compris le Liban, la Syrie. Ahmed al-Shara a déclaré vouloir rechercher la paix avec Israël, c'est la Syrie, ça, et envisager l'adhésion de la Syrie aux accords d'Abraham. La Syrie est prête à rejoindre les accords d'Abraham, a déclaré Shara, un représentant américain.
Même chose avec le Liban. Israël envisage des accords de paix avec la Syrie et le Liban. Vous avez ici le représentant des Affaires étrangères d'Israël avec le premier ministre Aoun ou le président Aoun du Liban. Les États-Unis soutiennent la réponse du Liban au désarmement du Hezbollah et laissent entrevoir l'opportunité des accords d'Abraham avec le Liban. Davantage de pays devraient rejoindre les accords d'Abraham, selon l'envoyé américain, avec des images de dirigeants. On voit ici, ça c'est une campagne, vous voyez, une campagne en Israël avec le nouveau Moyen-Orient, où tout le monde est ami, où est-ce qu'il n'y a plus de guerre. Vous avez le Mohamed Ben Salman, vous avez le dirigeant du Qatar, c'est l'émir du Qatar, Netanyahou, Al-Shara, Aoun, Mahmoud Abbas, etc. Un ensemble, le président irakien et tout, le nouveau Moyen-Orient. C'est quoi le nouveau Moyen-Orient qui est en train d'advenir? Ben, c'est ce dont Trump a parlé dans son voyage en Arabie, à Riyad. Il a fait son discours de Riyad où est-ce qu'il a dit c'est le temps de mettre de côté la guerre et de penser à un Moyen-Orient qui se développe par lui-même, qui utilise son argent pour la prospérité et le développement social. Il l'a expliqué, on l'a expliqué dans le web journal Donald d'Arabie, qu'on s'en allait vers ça. Là, ce que vous voyez, c'est l'ensemble de la région qui va rejoindre les accords d'Abraham, une normalisation des rapports avec Israël. Et ça, c'est sans compter la négociation, il y a 2 ans, par la médiation de la Chine, de la détente entre l'Arabie saoudite et l'Iran et ses implications régionales. Donc, les chiites, sunnites, le conflit chiite-sunnite qui durait depuis 40 ans, finalement, est mis de côté. Il n'y a plus de plan de renversement de régime en Iran. Le Liban et la Syrie vont rejoindre les accords d'Abraham. Vous avez une région complètement pacifiée et les États-Unis vont pouvoir retirer finalement toutes leurs troupes de cette région-là. Est-ce que vous avez la vision d'ensemble sur les pessimistes, là? Est-ce que vous voyez la vision d'ensemble? Et que tous les pays arabes sont à bord, ou presque. C'est déjà réglé. L'Égypte et la Jordanie ont déjà signé. L'Égypte, il y a, dans les années 70, la Jordanie, peut-être dans les années 90. Et toute la région est comme apaisée. Donc, on s'en va vers la paix. Ça se fait. Il signe les accords d'Abraham avec Netanyahou. Oui, le Netanyahou, le boucher, etc. Celui sur qui est tombé l'odieux de détruire le Hamas. Parce que, alors que toute la région accepte la paix, le seul caillou dans la roche, le Hamas et le Hezbollah, disons. Ce qui reste du Hezbollah, il ne reste plus grand-chose, mais... Et donc, l'autorité palestinienne a accepté la paix, a déposé les armes. Hein? Où est-ce que je l'ai mis? Oui. Le Fatah dépose les armes dans le cadre d'un accord d'amnistie. Ça, c'était en 2007. Le Fatah de Mahmoud Abbas dépose les armes. Et ça, c'est la voie à suivre. C'est la voie à suivre, la voie qui va conduire à la création d'un État palestinien, alors que le Hamas, lui, refuse de désarmer. Il a refusé à de nombreuses reprises. J'avais montré dans les webjournaux précédents que, genre, en 2010, en 2015, en 2018, en 2022, il refusait systématiquement la paix avec Israël, désarmer, etc. Et donc, il n'y aura pas de paix régionale. Il n'y aura pas de paix régionale tant que le Hamas va exister. C'est ça le dernier caillou. C'est pour ça que je tape sur le Hamas, parce qu'il refuse complètement le nouveau Moyen-Orient, un Moyen-Orient de paix et de développement économique. Ils ne connaissent que la mort et le combat, et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent partir avec ça. Et là, ici, ils disent, par exemple, le Hamas refuse de désarmer tant qu'un État palestinien n'aura pas été établi. Vous comprenez? Et là, après ça, il dit, par exemple, ici, les armes sont notre droit. Le Hamas rejette le désarmement. Ça, c'est tout récent. Tout ça, c'est tout récent. Et là, vous comprenez pourquoi Trump a dit, quand Carney a voulu reconnaître un État palestinien, avec Macron, etc., Trump a dit, wow, le Canada vient juste d'annoncer qu'il appuyait l'État palestinien. Ça va rendre les discussions très difficiles, etc. Parce que si tu acceptes maintenant l'État palestinien, c'est comme si le Hamas
tu donnes de la crédibilité au Hamas qui dit, genre, nous ne désarmerons pas tant qu'il y aura un État palestinien. Et ça a l'air que tu plies face à la résistance du Hamas. Que, OK, le Hamas, et donc le Hamas se défend et tout, et c'est un valeureux guerrier et tout ça. Et donc que tu crées un État palestinien et ça peut pas fonctionner comme ça, etc. Parce que tu donnes une victoire diplomatique au Hamas si tu reconnais présentement, alors que c'était une de leurs demandes. Tu crées une victoire diplomatique, tu concèdes une victoire diplomatique au Hamas, ce que tu ne peux pas faire dans le genre de conflit dans lequel on est. Et donc, il faut détruire le Hamas. On le sait très bien que 2023, c'était une opération sous faux drapeau. Les gens sont venus me dire ça dans les commentaires. Là. Alexis, tu ne savais pas que c'était... Oui, c'était un prétexte. Il y a probablement eu une attaque du Hamas sur un poste frontalier, etc. Puis après ça, Israël s'est arrangé pour amplifier le truc. Mike Flynn a parlé de stand-down, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne crois pas du tout la version officielle israélienne. Apparemment, des soldats israéliens auraient tiré sur des civils israéliens, des enfants même. Je ne crois pas. Tout ça, c'est de l'intox. C'est de l'intox. Il y a plein de versions différentes et c'est comme ça que tu crées de la confusion dans l'esprit des gens. Tu pars plein de rumeurs et plein de témoignages qui disent que, et là, c'est comme, par exemple, les otages. Certains des otages avaient été extrêmement bien traités, d'autres, c'était comme, ils étaient fait violer, etc. Et donc, finalement, tu ne sais pas quoi penser. Et ça fait partie du brouillard de la guerre. J'avais expliqué ça dans les web journaux, etc. Et donc, le Hamas, pour la première fois de l'histoire, la Ligue arabe a demandé, ça c'était dans le dernier web journal, la Ligue arabe a demandé au Hamas de se désarmer et de laisser le pouvoir à Gaza. Parce que c'est la seule façon de sauver Gaza, là, présentement. Donc, c'est pour ça que la Ligue arabe, les 17 pays de la Ligue arabe, ont demandé au Hamas de déposer les armes, incluant l'autorité palestinienne. Le Hamas doit rendre les armes et le contrôle de Gaza, dit le premier ministre palestinien à l'ONU. Les pays arabes appellent au désarmement du Hamas, etc., etc. Le premier ministre israélien, c'est Mohamed Mustafa. C'est lui. Pourquoi eux sont légitimes? Parce qu'ils ont, comme l'IRA, ils ont laissé tomber le conflit armé et opèrent sur une base diplomatique qui est la façon civilisée de le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe à Gaza? À Gaza, étant donné que c'est ça, le Hamas refuse la paix jusqu'à temps qu'Israël soit détruit, hein, ou qu'il y ait la création d'un État palestinien, eh bien, les opérations continuent. Et donc, le Hamas est devenu un obstacle à la paix. La paix qui était sur le point de survenir juste avant les événements du 7 octobre. Israël est sur le point de conclure une paix historique avec l'Arabie saoudite, nous dit Netanyahou. Ça, c'est sur le site des Nations unies, 2023, 3 semaines avant l'attaque du 7 octobre. Et dans cette paix avec l'Arabie saoudite, la condition, c'était on l'explique plus tard, là. On l'explique ici, c'est-à-dire un contrôle de l'État palestinien sur la Cisjordanie, une augmentation des fonds de plusieurs centaines de millions de dollars, plus le plus grand contrôle des terres en Cisjordanie occupées font partie des revendications palestiniennes. Dans le cas d'un accord tripartite impliquant les États-Unis, l'Arabie saoudite et Israël, a appris la BBC. Il devrait également rencontrer des responsables américains. Évidemment, les États-Unis étaient derrière ça. Ce n'est pas l'administration Biden, c'est l'administration Trump. Le président Biden devrait également prouver qu'il a obtenu des avancées significatives pour les Palestiniens pour faire passer ça. Les Palestiniens fixent les conditions de leur accord historique avec l'Arabie saoudite. Les Palestiniens fixent leurs conditions. Mahmoud Abbas, ceux qui ont déposé les armes et qui sont légitimes pour parler ont fixé les conditions. Et donc, vous voyez ici, et tout le monde disait qu'on était sur le point d'un accord qui allait régler la question palestinienne et tout. Évidemment, la question palestinienne ne peut pas être réglée avec un groupe qui décide, qui refuse de rendre les armes et qui a annoncé sa volonté de détruire Israël, de se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang pour détruire Israël. Hein? Le prince héritier saoudien affirme que l'accord de normalisation avec Israël se rapproche. Et là, ici, ça c'est encore une fois Netanyahou, les Nations unies, une paix véritable avec les Palestiniens. La paix entre Israël et l'Arabie saoudite
véritablement un nouveau Moyen-Orient. Rappelez-vous le discours de Riyad, rappelez-vous les accords d'Abraham, l'extension des accords d'Abraham, la paix entre l'Iran et l'Arabie saoudite, le nouveau Moyen-Orient. Et là, on l'annonçait déjà en 2023, c'est probablement tout réglé. Il reste juste la question du Hamas. Donc, un nouveau Moyen-Orient a poursuivi le premier ministre, notant qu'à mesure que le cercle de paix s'élargit, un véritable chemin vers une paix authentique avec les Palestiniens peut enfin être atteint. Ça, c'est les mots de Netanyahou. Pour ceux qui ne suivent pas, j'ai dit à une couple de personnes, tu n'as pas suivi, tu n'as pas suivi. Toute la région est en train de se mobiliser pour la paix, signer la normalisation avec Israël. Et le cas des Palestiniens a déjà été négocié avec l'Arabie saoudite pour la reconnaissance, etc. Et donc, il faut juste attendre la destruction du Hamas. C'est pour ça que je m'en prends au Hamas, parce qu'ils refusent de déposer les armes. Ils sont un obstacle à la paix. Et tant que le Hamas va continuer à se battre, il va y avoir des larmes, du sang, des enfants déchiquetés, etc. Ça va durer pour encore un siècle. Premièrement, les gens disent, dans les arguments, les gens disent Israël doit disparaître. Tu ne comprends pas, Alexis, c'est Israël qui doit disparaître. Israël est un État nucléaire reconnu à l'ONU par 180 pays ou quelque chose comme ça. Là. Israël ne disparaîtra jamais. Et donc, à partir du moment où est-ce que, dans ta logique, tu commences avec Israël doit disparaître, c'est-à-dire qu'on a encore pour 300 ans d'enfants déchiquetés, là. Parce qu'Israël ne sera pas disparu dans 100 ans, là. Si ta première pierre intellectuelle là, dans l'édifice de ta réflexion, c'est Israël doit disparaître comme premier argument, là, ben, tu es en train d'annoncer à tous ceux qui te lisent puis ceux qui regardent ton cerveau que ben, tu es pour encore 100 ans de guerre, alors qu'aucun pays a réussi à détruire Israël. Il y a eu 3 attaques arabes sur Israël. À chaque fois, Israël a gagné, puis les peuples arabes et les Palestiniens ont perdu du territoire. Ça ne sert pas à grand-chose, les attaques militaires. Prendre les armes contre Israël, ça ne sert pas à grand-chose. Quand tu mets ça comme précondition, la disparition d'Israël, tu es juste comme tu viens de voter pour encore un siècle d'enfants déchiquetés. C'est juste ça, là, parce que ça n'arrivera pas. Fait que tu veux juste que le conflit continue avec une espèce de truc de genre Israël va disparaître. On peut ne pas aimer Israël, tu peux être antisémite, tu peux être, dire les Juifs s'ils contrôlent tout, blablabla, les médias, etc. Les médias, ouais, ceux qui ont fait la vie dure à Donald Trump depuis 8 ans, là, bizarrement, sont contrôlés par, comme selon ces gens-là, là, je ne sais pas, je n'ai pas fait le décompte exact, contrôlés par les... Pourquoi Israël, qui contrôle les médias, a fait la vie dure à celui qui, supposément, qui le finançait puis qui contrôlait en coulisses là, avec la liste Epstein? Pourquoi, si tu contrôles Trump avec la liste Epstein, tu as besoin, il va tellement contre ton intérêt en retirant les troupes de la région que tu es obligé de l'attaquer avec les médias. Pensez à toutes les incohérences de ce que vous affirmez. Si Trump est contrôlé par le Mossad avec un dossier Epstein, ben, il va juste garder les troupes américaines dans la région, puis il va attaquer les pays. Il va être dans une logique de changement de régime. Si le Mossad contrôle Trump, Trump va être dans une logique de changement de régime au Moyen-Orient au profit d'Israël. C'est pas ça qui se passe là. C'est pas ça qui se passe là. Et donc, quel genre tu sais... Cependant, ils appuient Israël parce que Trump appuie Israël à Gaza et il faut finir le travail, c'est-à-dire détruire le Hamas, parce que le Hamas, tant que le Hamas va être là, il n'y aura pas d'État palestinien, puis on va être dans une logique de guerre. Et donc, il faut finalement détruire le Hamas. OK? Et donc, ça, c'était 3 semaines, cet accord-là, cette annonce-là aux Nations Unies et tout, l'accord avec l'Arabie saoudite et les Palestiniens, c'était 3 semaines avant le 7 octobre. Et donc, l'opération du 7 octobre a été déclenchée pour régler le dernier problème. Ce n'est pas une vraie attaque du Hamas sur un poste frontalier avec des otages, etc. En tout cas, c'est cousu de fil blanc, mais c'est surtout un prétexte pour détruire le Hamas. Et tous ces soutiens dans la société civile israélienne, oui, parce que Hamas, c'est pas juste des militants, hein. C'est pas juste des gars avec des bandeaux puis des roquettes, c'est un parti politique qui contrôle des écoles, des mosquées, la télévision à Gaza, etc. Oui, c'est la société civile aussi, le Hamas. Et donc, le réfléchissez. Donc, pensez-y réellement si Israël contrôlait Trump avec un dossier Epstein, si Trump retirait les troupes de la région puis laisserait Israël seul. C'est juste comme un exercice de cohérence intellectuelle.
Là, après ça, on m'a sorti plein de ce genre de trucs-là. Là. Ici, quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer l'argent du Hamas, transférer de l'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. Et donc, on m'a dit souvent, les gens, le Hamas, c'est une création d'Israël. Non, le Hamas, c'est pas une création d'Israël. Le Hamas, est-ce que je l'ai à quelque part? Ah, je ne sais pas ce que je l'ai mis. On va le trouver. En tout cas, le Hamas, le Hamas est un mouvement politique radical qui a été créé, je pense, dans les années 80 à Gaza, etc. Et Israël l'a aidé financièrement. Ce n'est pas une création 100% d'Israël. C'est un mouvement radical de la base à Gaza. Et puis là, la politique de Netanyahou, ça a été, étant donné qu'il y a un mouvement radical comme ça à Gaza, on va s'arranger pour séparer les Palestiniens diviser pour régner. Là. Et donc, on va encourager le Hamas, on va s'arranger pour qu'ils montent, qu'ils prennent du poids de la bête et qu'ils puissent challenger l'autorité palestinienne. Ce n'est pas une création d'Israël. Israël l'a financé pour lui donner des ressources, pour qu'il puisse se développer. Et puis, il a arrosé, là, il a comme... Et c'est ce qui s'est passé finalement. Il y a eu comme l'autorité palestinienne et il y a eu le Hamas. L'autorité palestinienne a déposé les armes et négocie. Mahmoud Abbas va être le premier président palestinien. Le Hamas va être détruit. Ici, donc, quiconque, réfléchissez à ça. J'ai demandé aux gens de réfléchir sur Twitter. Là. Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien, regardez la stratégie machiavélique de Netanyahou, là, doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. C'est une vraie citation. Vous l'avez ici dans le journal israélien Haaretz. Le journal, l'article est payant. Puis, elle a expliqué sa doctrine concernant le Hamas, mais vous le retrouvez un petit peu partout. Il est facile à retrouver, cette citation-là. C'est une vraie citation de Netanyahou. Quand j'ai des montages comme ça, souvent, j'essaie de trouver la citation exacte parce que ces montages-là sont pas, des fois, sont fabriqués, mais vous le retrouvez partout. Donc, quiconque souhaite contrecarrer la création d'État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et lui transférer des fonds. Cela fait partie de notre stratégie pour diviser les Palestiniens. Et donc, le réfléchissez. Réfléchissez. Netanyahou a financé le Hamas pour créer une scission à l'intérieur chez les Palestiniens. Là, tu as deux groupes. Et là, et donc, diviser pour régner. À partir du moment où est-ce que tu détruis le Hamas, renversez votre logique. Là. Janus, je sais pas, renversez votre logique. Je ne veux pas faire des faces. Je me ridiculise en public. Renversez votre logique. En plus de ça, c'est même pas drôle. Si le Hamas a été créé pour diviser les Palestiniens, la destruction du Hamas fait quoi? La destruction du Hamas renforce l'autorité palestinienne qui devient la seule instance légitime à parler au nom de tout le peuple palestinien. Vous comprenez? C'est l'inverse de la stratégie qui vient d'expliquer là. Si le Hamas a été... Tu as les Palestiniens, puis là, comme machiavéliquement, tu crées une division pour régner. Mais là, qu'est-ce qui se passe si tu détruis ça ici? Bien, ce qui reste devient l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas devient le seul interlocuteur légitime pour les Palestiniens. Et donc, il renverse sa stratégie précédente. Tout ça arrange Mahmoud Abbas, qui va être le seul autorisé à parler pour tous les Palestiniens. Il va devenir le président palestinien. OK? Ah, c'est ça, c'est ici. Donc, ici, vous voyez, Yassine était la force idéologique derrière le Hamas, nous dit CNBC. Le cheikh Ahmed Yassine a fondé le groupe militant islamique Hamas en 1987 et est devenu la force idéologique derrière l'alternative violente et radicale du groupe à l'autorité palestinienne. Donc, il y avait l'autorité palestinienne qui était un petit peu plus molle, puis il y avait le Hamas qui était radical et violent, qui l'est toujours aujourd'hui, il refuse de déposer les armes, et c'est ce groupe-là qu'on est en train d'essayer de détruire, les Israéliens, avec le soutien des Palestiniens. Et quand Trump dit « il faut finir le travail », on avait proposé au Hamas un cessez-le-feu, il a refusé. Tout le monde a demandé, encore une fois, la Ligue arabe, à ce que le Hamas dépose les armes. Il refuse de déposer les armes. L'autorité palestinienne a demandé au Hamas de déposer les armes. Il refuse de déposer les armes. Et donc, il faut aller jusqu'au bout et détruire complètement le Hamas.
Pourquoi le Hamas refuse? Et là, c'est la partie dure du web journal. La partie où est-ce que les gens vont me lancer des tomates, c'est juste que vous ne comprenez pas c'est quoi la nature du Hamas. Et là, c'est parce qu'il faut écouter la télévision du Hamas pour savoir c'est quoi la position du Hamas, n'est-ce pas? Toi, dans ton salon, là, avec ton travail et je ne veux pas être méprisant, je ne veux pas avoir un ton condescendant, mais nous, dans nos vies occidentales, on demande à nos enfants de ne pas sortir dehors parce qu'il pleut et c'est trop glissant, ils pourraient attraper un rhume, etc. On ne comprend pas du tout comment ça fonctionne là-bas. On n'a pas du tout, je l'ai déjà expliqué, on pense comme des civils puis on pense comme des Occidentaux et on ne comprend juste vraiment pas ce qui se passe à Gaza. Et j'ai plein de petites madames qui viennent me dire que c'est odieux, que même un enfant mort, c'est un enfant mort de trop. Ben oui, mais en Ukraine aussi, il y en a des enfants qui meurent, surtout quand l'Ukraine place ses obusiers dans les supermarchés et tout ça. Dans la guerre, il y a des morts, il y a du sang qui coule. La guerre est une activité humaine qui a comme un demi-million d'années, si c'est pas plus, là. Et donc, les déclarations du Hamas qui montrent que ce groupe militant-là, c'est pas comme l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Ils ne négocieront pas, ils veulent la destruction d'Israël. Et c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout et les détruire. Et donc, ici, la télévision, le juge de Gaza, Omar Nofal, dit « Le djihad en Palestine est un devoir individuel qui incombe à toute la nation, à tous les musulmans. » Donc, le djihad. Ici, Gaza ne donnera à Israël que le feu, le martyre, la mort et le meurtre. Encore une fois, ça vient avec les clips. Vous pouvez trouver ça ici sur Memri TV. C'est la télévision du Hamas. Et ça, c'était comme en 2018, ça. Après, vous avez ici... nous piétinerons les crânes des sionistes. Israël sera anéanti. La Palestine sera à nous. Ça, c'est récemment. Ça, c'est en 2022. Donc, encore une fois, c'est la destruction d'Israël. On n'arrête pas, c'est jusqu'à la dernière goutte de leur sang, là. Ils vont écraser les... Un responsable du Hamas affirme que le groupe vise à répéter l'attaque du 7 octobre à plusieurs reprises pour détruire Israël. Ça, c'était en 2023. Ici, et là, il faut comprendre, encore une fois, pourquoi le Hamas ne dépose pas les armes, parce que pour eux, la mort est une bénédiction. C'est une bénédiction et ça comprend les civils. Pourquoi les civils n'évacuent pas? Ben, doctrine du Hamas, le djihad est sa voie et la mort pour Allah est son plus noble désir. Le djihad, celui qui pratique, le militant du Hamas, là, le djihad est sa voie et la mort pour Allah est son plus noble désir. Si vous avez sur Wikipédia, c'est massivement documenté, hein? Martyrs dans la société palestinienne. Dans le conflit israélo-palestinien, le terme shahid, martyr, est utilisé par les Palestiniens pour désigner tout civil, combattant ou combattant palestinien tué, quelle que soit son appartenance religieuse, et que son assassinat soit ou non le résultat d'une attaque. C'est-à-dire que ce soit un dommage, qu'il a été ciblé directement ou que ce soit un dommage collatéral, s'il meurt dans une attaque israélienne, il devient un martyr et évidemment, les martyrs vont au paradis. C'est-à-dire qu'ils ne chérissent pas la vie comme nous. Vous comprenez? C'est difficile à faire comprendre ça à des Européens. Mais ces gens-là souhaitent la mort. Tu meurs, tu vas au paradis. Tu restes dans ton édifice, Israël vont bombarder, tu meurs avec tes enfants, pouf, toute la famille se retrouve au paradis. Je ne veux pas être condescendant, c'est réellement ça qu'ils pensent. Je veux dire, c'est massivement documenté. Le martyr, c'est la vie, djihad et le martyr dans l'idéologie du Hamas. Il y a énormément de publications là-dessus. Ça, c'est le dirigeant du Hamas, Haniyeh, comment il s'appelle? Ismaël Haniyeh, le nouveau chef du bureau politique du Hamas. Nous sommes un peuple qui aime la mort. Nous sommes un peuple qui aime la mort autant que nos ennemis aiment la vie. Hein? L'article 8, le djihad et sa voie et la mort pour Allah sont plus nobles désirs. Le militant du Hamas, c'est pas juste des combattants, c'est la société civile, c'est les mosquées, c'est les écoles, c'est même les hôpitaux, c'est les ministères, c'est la télévision, qui, on pourrait dire, au mieux, n'ont pas peur de la mort et la souhaitent. Nous chérissons la mort. Hein?
Vous avez ici éducation, endoctrinement et incitation, les enfants palestiniens en route vers le martyre. Une étude sur le sujet. La mère des martyrs se présente pour la Hamas. Elle a perdu ses 3 fils. Puis là, elle se présente sur la Hamas. Puis pour la Hamas, elle veut continuer ça. Elle a perdu ses 3 fils et elle veut continuer. C'est-à-dire, elle veut elle-même se faire sauter. Elle veut elle-même aller au paradis. Ses 3 fils sont allés au paradis. Elle veut aller les rejoindre. Vous comprenez? J'ai pas à inventer ça. Venez pas me dire dans les commentaires que c'est odieux. Ce qui est odieux, c'est ce qu'il y a dans leur tête à eux. C'est pas moi qui le montre. C'est pas Alexis, tu es comme... mais tu comprends pas, Israël a volé leur terre, etc. Oui, mais il y a différentes façons de réagir à ça. Comme par exemple quand les Allemands sont rentrés en France en 1940, etc. Tu signes l'armistice. J'arrive justement avec le truc de la guerre. Mais le truc de je vais même pulvériser mes enfants et tout le monde, parce que tout le monde s'en va au paradis de toute façon, c'est particulier à Gaza, ça. OK? Et donc, il y a différentes façons de réagir à que les Tibétains, par exemple, allons-y tout de suite, tant qu'à y être. Tu sais, les Tibétains, les Chinois sont rentrés au Tibet là, en 1951. Ils ont, selon les Tibétains, les Chinois ont volé le Tibet, leur ont pris le Tibet, ont pris le contrôle du Tibet. Le Dalai Lama s'est sauvé, etc. Les Tibétains ont résisté un peu avec leur armée boboche. Hein, il y a eu de la résistance. Il y a même des moines qui ont pris des armes pendant un certain temps. Le monastère de Serra à Lhasa, je pense, a pris des armes contre les Chinois, etc. Ça a fait des morts et tout ça. Mais à un moment donné, tu te dis, t'arrêtes. Pourquoi t'arrêtes? Parce que tu chéris la vie. Parce que tu ne veux pas que tes enfants meurent. Pourquoi l'empereur Hirohito du Japon a capitulé en 1945 après les 2 bombes nucléaires? Parce qu'il ne voulait pas que les enfants japonais meurent. Il ne voulait pas plus de souffrance. À un moment donné, tu atteins un niveau de « OK, c'est suffisant, vous avez gagné, je ne veux pas que mon peuple meure. » Mais il n'y a pas ça à Gaza. Tu capitules, tu dis genre... Puis là, les États-Unis ont pris le contrôle du Japon, tu sais. Même chose avec la France en 1940. Pourquoi la France a signé l'armistice en 1940? Tu sais, dans le train là, avec Hitler et ses généraux, là. Pourquoi la France a signé l'armistice? Parce qu'elle se disait, on ne peut pas gagner, nous avons perdu, on va arrêter la boucherie tout de suite. On veut que nos jeunes hommes, au lieu de se faire déchiqueter par les mitraillettes allemandes et les Stuka et les tanks, on veut que nos jeunes hommes puissent rentrer à la maison avec leurs femmes et leurs enfants. On veut garder notre jeunesse. Et donc, on a suffisamment souffert, mais il n'y a pas cette espèce de switch-là avec le Hamas, vous comprenez? Même chose avec les Américains au Vietnam, même chose avec... il n'y a pas on a assez souffert, on veut... Le Hamas continue. Je ne sais pas si vous voyez un peu la distinction, c'est-à-dire que dans l'utilisation de la force militaire, c'est d'utiliser la guerre, le recours à la force militaire, c'est pour contraindre par la violence un adversaire. Quand tu fais la guerre, quand tu veux contraindre un adversaire par la violence, tu vas faire des choses qui vont faire couler le sang. Et tu vas continuer à appliquer la violence. C'est ça la guerre, là. Je ne suis pas allé à West Point, là, mais, ni à Saint-Cyr. Mais c'est ça la guerre. C'est-à-dire tu vas faire couler le sang, tu vas tuer, bombarder, déchiqueter, couper des bras, détruire des édifices, raser des villes, jusqu'à temps que l'adversaire plie, puis qu'il n'ait plus de volonté de se battre. Dans tous les conflits modernes, les villes sont rasées. Tu regardes en Ukraine, c'est rasé. Le conflit en Syrie, les villes sont rasées. Gaza est rasé, etc. Il y a un moment où est-ce qu'on arrête, où est-ce que tu te dis genre stop, on a assez souffert et on a perdu assez de jeunes gens. On veut que nos enfants retournent à leur famille et puis, OK, c'est correct, là. Mais il n'y a pas ça à Gaza, il n'y a pas ce switch-là parce que selon Haniyeh et la charte du Hamas, nous sommes un peuple qui aime la mort autant que nos ennemis aiment la vie. Ils aiment la mort, la chérissent, vont au paradis, etc. De toute façon, ils sont prêts à embrigader l'ensemble de la société civile pour y arriver. Elle dit ici, vous voyez, ça c'est une Raja al-Halabi, chef du mouvement des femmes du Hamas. Elle dit
Une jeune fille en quête de martyr n'a qu'une chose en tête. Une jeune fille. Il y en a des jeunes filles en quête de martyr à Gaza. Hein? Ça rentre dans les morts civiles, mais c'est comme, ouais, en quête de martyr, parce que c'est ça que le Hamas rentre dans la tête des gens depuis presque 40 ans. Une jeune fille en quête de martyr n'a qu'une chose en tête. Rencontrer son Seigneur à travers son sang et les parties de son corps. Elle se fait exploser, elle ramasse le lance-roquette, puis elle tire, puis elle se fait... À Gaza, elle continue. À Gaza, les enfants sont élevés dans l'amour du djihad dès le plus jeune âge. C'est pas juste elle qui le dit, c'est partout, c'est à la télévision, dans les écoles, et on est incapable de concevoir le niveau de radicalisation de cette petite partie de terrain-là. Et quand Trump dit qu'il faut finir le travail, ben c'est ça, c'est parce qu'on a une paix régionale qui s'en vient, tout le monde est d'accord, puis le Hamas refuse et il va y aller en sacrifiant jusqu'à leurs enfants et la dernière goutte de leur sang. Ils sont endoctrinés dans les écoles. Ça, c'est un rapport des Nations unies ici. UNRWA, éducation, reform or régression, la réforme ou la régression, parce que les Nations unies financent des écoles palestiniennes, il y a des fonds là, qui financent des écoles et des professeurs, et des enseignants de l'ONU appellent au meurtre des Juifs, révèle un nouveau rapport. Hein? Donc, révèle 47 nouveaux cas d'incitation de la part du personnel des Nations unies et de violations politiques déclarées de l'agence, etc. Ça n'arrêtera, ils ne veulent pas arrêter, ça n'arrêtera jamais. Ils utilisent les enfants, ils les endoctrinent dès le plus jeune âge. C'est pas juste. J'ai en fait sur mon ordinateur plein de rapports de l'armée israélienne de ces enfants qui transportent des explosifs. Il y a des témoignages de ça. J'ai montré le témoignage il y a 2 ans. On utilise les enfants pour transporter les explosifs parce que ça a l'air de rien. Mais c'est massivement documenté. C'est massivement documenté. Vous avez ici Amnesty International, sur le site d'Amnesty International. Vous avez ici, genre, elle rappelle à Israël, je veux dire, aux Palestiniens que les enfants ne doivent pas être utilisés dans les conflits armés. Elle donne plusieurs cas ici d'un Palestinien de 16 ans qui s'est fait sauter avec une veste, les vestes d'explosifs, là. Palestinien de 16 ans qui s'est fait sauter avec une veste d'explosifs. Un autre plus loin, un Palestinien de 11 ans à un checkpoint qui transportait des explosifs dans son sac. Tu sais, comme tu as des patates, là, tu transportes des patates, puis dans le fond, tu as comme du C4, là, ben c'est ça, un Palestinien de 11 ans. Après ça, il y en a un autre de 17 ans ici. Pourquoi les enfants font ça? Parce que dès leur plus jeune âge, à l'école, ils sont endoctrinés dans l'amour du djihad et que les martyrs, ceux qui meurent, vont au paradis. Ce sont les symboles, ce sont les héros du peuple palestinien. Comprenez pas ce qui se passe à Gaza, là. Ils ne veulent pas désarmer, ils veulent continuer jusqu'au bout. Là. Vous avez, regardez, je vais vous montrer des photos d'enfants. Il y a quel âge ce petit pit-là? Là? Il a été dans une école palestinienne, je veux dire, à Gaza, dirigé par le Hamas, puis là, on lui dit que son avenir, c'est ça, vous avez, regardez, juste comme des photos d'enfants palestiniens qui, des petits poux de 10 ans, 11 ans, ils sont glorifiés comme ça, vous les voyez avec des armes, on les amène très tôt dans les manifestations. C'est triste pour ces enfants-là, c'est triste, c'est juste ça qu'ils connaissent. Ouais, le Hamas ne veut pas arrêter. Regarde ici, là, il montre à sa femme comment tirer du cute en plus. Là, elle finira pas long feu contre l'armée israélienne. C'est juste ça. Et ça va continuer femme, enfant, pendant combien de temps comme ça? Dans les années 90, il y avait une photo justement d'un enfant qui était habillé en militant du Hamas et ça avait fait un tollé mondial. Outrage over baby bomber pic. Mais finalement, c'était juste la pointe de l'iceberg. Ils sont... vous les voyez tous comme ça, là. Ici, c'est même Mamie aussi. Mamie fait le djihad. C'est comme la suite du film Papy fait de la résistance. Là, c'est Mamie fait le djihad. Ils vont... et donc, c'est pour ceux qui disent, là, il n'y a pas une distinction claire. Je sais que l'armée israélienne dit ça, là, les civils sont... Il n'y a pas une distinction claire entre les militaires et les civils là-bas, mais c'est exactement ça. Je veux dire, vous avez les photos, il y a des vidéos, des photos, il y a des...
études de la part de Amnesty International, de différentes universités partout dans le monde. C'est massivement documenté que la société civile est embrigadée là-dedans. Regarde une femme ici, comme fière de l'être. Je pense qu'elle est morte, elle y est allée, elle posait avec ses enfants. Regarde avec un lance-roquette, une roquette dans la main, le petit pou. Et donc, c'est ces gens-là qu'il faut arrêter. C'est ces gens-là qui refusent de déposer les armes, qui vont encore pendant un siècle sacrifier leurs enfants. Si on n'arrête pas ça, maintenant, c'est souffrant maintenant, ça fait mal, c'est comme une amputation, là. Mais si on n'ampute pas maintenant, la gangrène va prendre tout le corps. Je veux dire, c'est comme dans 10 ans, si on n'arrête pas le Hamas, arrêtez de défendre le Hamas. Si on n'arrête pas de défendre, si on détruit pas le Hamas, vous allez avoir des scènes comme ça dans encore 10 ans, des personnes qui se font exploser, des petits poux comme ça avec des armes. C'est juste ça le futur des enfants palestiniens, que les adorateurs du Hamas, c'est juste ça que vous avez à proposer la guerre. Il faut qu'Israël soit détruit, c'est le préalable. Et donc, étant donné que, Israël ne sera jamais détruit, vous les condamnez à encore fucking un siècle de souffrance. C'est horrible, ceux qui disent Israël doit être détruit, etc. Israël ne sera jamais détruit, je ne vais pas être émotif, là, mais vous les condamnez. Vous êtes les pires, en fait. Dans votre salon en Europe, là, genre, vous fumez du shit, vous regardez la porno, puis genre, Israël doit être détruit, là, tu sais. Là, c'est eux qui vont faire le sale boulot. Puis là, comme dans 3 ans, vous avez de la frustration pour ce que les Juifs font en France ou quoi que ce soit, là, contrôle, ou, que ce soit vrai ou non, là. Mais là, vous vengez personnellement par les Palestiniens interposés et c'est eux qui souffrent. Et finalement, vous obtiendrez votre karma, bande de crapules. La voie pour sortir de ce merdier, c'est de détruire finalement le Hamas maintenant et pour que dans 10 ans, on ait la paix. Non, pas dans 10 ans, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, la paix soit, qu'il y ait une paix régionale, puis que dans 10 ans, on ait de la prospérité, puis dans 100 ans, on ait oublié ça. On est en train d'effacer 1 an en détruisant le Hamas, on va tourner la page sur 1 siècle de souffrance, de rengaine, de larmes, de sang, de parents déchiquetés, d'enfants écrasés, etc. Comprenez-vous la logique? Je ne défends pas Israël, là. Je défends la paix mondiale. J'en veux plus des comme ça, des représentants du Hamas qui mettent leurs enfants avec puis qui sont prêts à sacrifier parce que le djihad, c'est comme la mort pour Allah, blablabla, là, puis martyr, tu t'en vas au paradis, puis on chérit la mort plus que vous aimez la vie jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Ils vont finalement laisser mourir, contrairement par exemple, je donne encore une fois l'empereur, les Français qui signent l'armistice parce qu'ils ne veulent pas que leurs gens meurent, ils chérissent la vie de leurs soldats qui veulent retourner dans leur famille, ou les Japonais étaient radicaux, hein, ils étaient prêts à mourir en maudit, c'était comme les kamikazes, il y en avait là-bas, là, c'est eux qui ont parti la tendance, on peut dire. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes que si tu aimes ton peuple, tu veux qu'il y ait un avenir pour ton peuple, il vaut mieux que les États-Unis prennent le contrôle du Japon pendant une décennie, 2, 3, 4, comme une couple de décennies, que tout le monde meurt, asti. Mais les Gazaouis ne pensent pas comme ça. Ils sont sur la logique un peu comme, comme Masada, là. Comme les zélotes juifs, là. Où est-ce que je l'ai mis, Masada? Les Juifs, les Zélotes qui se sont donné la mort dans la forteresse de Masada lorsqu'elle était assiégée par les Romains, ils ont tué tous leurs enfants, ils se sont suicidés, ils se sont tous suicidés plutôt que d'être capturés par les Romains. Et là, c'est exactement ce que Gaza fait, c'est-à-dire ils vont, au lieu de déposer les armes et de signer une armistice avec Israël, les États-Unis, puis finalement d'écouter ce qui se passe dans la région, les pays arabes qui leur demandent de déposer l'autorité palestinienne qui leur demande de déposer les armes. Non, 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 on va se faire sauter, y compris nos femmes et nos enfants, comme les Juifs de Masada, jusqu'au dernier, là. Parce que de toute façon, on va au paradis. C'est comme, quelle bande de tarés. En tout cas, il y a aussi ça ici, si vous voulez, mais ils ne sont pas tous pareils. Il y a ici l'utilisation de civils comme boucliers humains par le Hamas est massivement documentée. Il y a ça aussi, si ça vous intéresse. Le fils de
du Cheikh Yassine, le fondateur du Hamas dont on a parlé plus tôt. Lui a commencé à parler et parle donc « Son of Hamas leader joins Israeli effort against Hamas » et explique, il y a un documentaire là-dessus justement, « Sons of Hamas » qui explique de quelle façon justement la radicalisation, l'utilisation d'enfants et de civils comme boucliers humains par le Hamas. Vous avez différentes vidéos de lui sur YouTube et donc Hamas, son of Hamas co-founder group at UN exposed savage endoctrinement of Palestinian children. L'endoctrinement des enfants, etc. Voilà. Donc c'est pour, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui l'affirme. Je vous ai même pas donné les sources israéliennes, je vous ai même pas donné les sources là, de l'armée israélienne, etc. Parce que vous allez me dire, c'est massif. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes dans la charte du Hamas, ce qu'ils disent de leur. Moi, je pense que vous avez compris là. On est rendu à 1h13. Je me suis emporté sur ce truc-là du Hamas. Et donc, quand je vois des trucs comme ça, là, le Kairos Press, là, finir le travail, Donald Trump, traître suprême de la promesse de rupture à l'appel au génocide. Ce n'est pas un appel au génocide. Ce que l'Israël essaye de faire à Gaza, c'est une opération, on l'a expliqué dans le dernier webjournal, une opération contre-insurrectionnelle en milieu urbain. C'est-à-dire que juste le fait qu'au moment où le Hamas dépose les armes et dit on se rend, ben, les opérations arrêtent. On s'entend? Donc ça, c'est pas un génocide. Un génocide, c'est le génocide arménien, où est-ce que c'est une opération, ce que c'est une opération contre-insurrectionnelle en milieu urbain où, dans le cadre de laquelle les civils sont extrêmement récalcitrants et participent aux opérations, comme le Viet Cong. Quand tu savais pas, au Vietnam, tu savais pas, il y avait comme le Viet Cong, puis tu savais pas quand le villageois allait comme sortir le truc de riz, là, puis allait sortir un Kalachnikov, puis tirer dessus. Fait que ça devient extrêmement compliqué, puis c'est cette logique-là des civils qui participent aux opérations contre-insurrectionnelles là, est exacerbé par l'idéologie du Hamas et son contrôle sur la société civile, télévision, école, mosquée, etc., etc. OK? Donc, mais ça, c'est le dernier, ça, c'est la partie dure du webjournal. Ça, c'est le dernier morceau avant la paix régionale. J'espère que je vous ai montré quelle était la volonté de Trump. C'est pas, est-ce que ce bonhomme-là semble avoir une volonté génocidaire ou il aurait pu juste rester dans sa tour hein, avec son bol de toilette en or. S'il avait été narcissique, etc., le gars veut faire la paix dans le monde. C'est ce qu'il s'applique à faire depuis son premier mandat. On l'a expliqué, juste pour, après le Hamas, juste pour revenir sur une ligne, retrait des troupes de partout dans le monde, laisser Israël tout seul dans sa région. Vous êtes comme des grands. Et puis là, stabiliser la région, stabiliser le reste du monde, retrait des troupes de Somalie, d'Iran, je veux dire de Syrie. On fait la paix avec Kim Jong-un. Après ça, partout dans le monde, les gens qui le nominent pour le prix Nobel de la paix, est-ce que ça sonne comme un génocidaire, bande de tarés? Est-ce que ça sonne aussi comme quelqu'un de, tu sais, comme un pervers narcissique là, qui viole les petites filles et puis qui est contrôlé par le Mossad? Blablabla. Donc, j'espère que cette vision synoptique-là vous a donné une perspective sur ce qui est en train de se passer au 21e siècle. C'est quoi qu'on a devant nous? On a quelque chose de très positif devant nous au 21e siècle. Trump règle tous les conflits mondiaux, en plus de régler tout ce que l'État profond nous a balancé comme système de contrôle. J'avais expliqué dans le dernier webjournal que le mondialisme reposait sur la technocratie, sur l'immigration de masse, le transgenrisme, et puis je ne me rappelle plus c'est quoi, le contrôle énergétique ou quelque chose comme ça. Trump renverse tout ça, renverse toutes les tendances, il renverse toutes les politiques vertes, tous les trucs d'éoliennes, de voitures électriques, ça s'en va tout à la poubelle parce qu'il nous contrôle avec ça. L'immigration, c'est terminé, c'est pas juste aux États-Unis, c'est le message partout dans le monde, l'immigration de masse, etc. Même chose avec la folie trans, LGBTQ, d'homosexualisation de la société et de destruction de l'identité des genres, de recul du droit des parents, etc. Et donc, il renverse tous les facteurs de dégénérescence, en plus de faire la paix dans le monde. Là, j'explique tout ça. C'est fantastique, ça. C'est fantastique. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Quelqu'un qui règle tous les problèmes comme ça. Là, on me dit, tu es un Trumpolâtre.
sais, des fois, quand j'entends ça, là, j'ai envie d'arriver, là, tu sais, comme l'espion dans Indiana Jones, là, avec mon truc en cuir, là, puis là, tu as tous les outils de torture. Puis là, penses-tu réellement que je suis un trompolade? Est-ce que tu penses ce que tu dis ou tu fais juste comme... Hein? Non, quand même pas. Mais, tu sais, voilà. Et donc, ce qui nous amène au concept de catéchon, on va terminer avec ça. Un catéchon, c'est quelqu'un qui, dans mes mots à moi, c'est quelqu'un qui repousse... là, je parle pour les chrétiens. Là. Si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez sauter 5 minutes, aller tout de suite au remerciement. Mais si vous êtes chrétien, il y a beaucoup de chrétiens dans la mouvance de Pierre Hillard, etc., qui pensent qu'on est sur le bord de... Là, on est dans la fin des temps, on est sur le bord de l'Apocalypse et tout. C'était la tendance, on était près de ça, notamment, rappelez-vous, hein, les puces RFID, le passeport vaccinal, etc. Tu sais, les puces RFID, c'est la marque de la bête, hein, on avait dit ça. Tu sais, bien, Trump a mis un terme à ça. C'est pas Macron qui a mis un terme à ça. On s'entend que l'impulsion vient des États-Unis. On a expliqué ça massivement durant toute la pandémie, comment les patriotes ont travaillé pour déconstruire tout ça. Trump qui déconstruit, ils avaient un plan en 16 ans, le 16-year plan, qui mettait en branle tous des facteurs de contrôle social, d'avilissement de la société, de destruction de la famille, de recul des droits, etc. Mais on arrive avec Trump, ça c'était un peu ce que j'avais expliqué dans ce web journal-ci il y a 4 ans, le point oméga, on arrivait au point oméga de l'État qui prenait en charge la personne du berceau jusqu'au cercueil, contrôlé complètement, les droits restreints et tout, et l'ingénierie sociale bout en bout. Mais dans le 21e siècle, on était censé avoir un siècle de guerre, mais on arrive finalement tout ça est renversé. Et donc, c'est comme si la fin qui était annoncée pour le 21e siècle, tu sais, Nostradamus nous prévoyait le grand monarque pour 1999, et finalement, il ne s'est rien passé. Mais tout ça est comme repoussé. Ça, c'est le concept de catéchon, justement. Alors, allons-y. Catéchon. Donc, catéchon, du grec katéchon, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ce qui retient est un concept biblique qui est devenu par la suite une notion de philosophie politique. Okay? Donc, c'est biblique, religieux, mais finalement, ça découle en philosophie politique. Donc, le terme se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, 6, 7. Dans un contexte eschatologique, les chrétiens ne doivent pas se comporter comme si le jour du jugement allait se produire demain. Tu sais, là, ceux qui disent, là, faites des conserves, là, ça va tout péter, et puis sauvez-vous, et puis puisque le Fils de la perdition doit être révélé avant, hein, Saint Paul ajoute ensuite que la révélation de l'Antéchrist est subordonnée à la suppression de quelque chose, quelqu'un qui retient. Donc, par extension, ici, identification proposée... donc, le catéchon, on peut voir catéchon comme, par exemple, le grand monarque ou un nouvel empereur orthodoxe, etc. Finalement, si on me permet d'étendre ça, il y a Carl Schmitt aussi, je pense, dans le Nomos de la Terre qui en parle. C'est quelqu'un qui renverse les tendances à la dégénérescence. C'est quelqu'un qui renverse les tendances à la dégénérescence. Si tu veux que l'Antéchrist advienne, je parle pour les chrétiens, là. Si tu veux que l'Antéchrist, si on veut faire advenir l'Antéchrist, eh bien, tu dois avilir la société. Tu dois être dans l'idéologie de Baphomet, de tous les mélanges. Tu sais, le transhumanisme, transspécisme, je veux dire, la pédophilie, tu sais, le transgenrisme, mélange humain-animaux, mélange homme-femme, c'est ça un peu, hein, Baphomet, je l'avais expliqué dans la baphométisation de la société. Tu dois avilir la société, détruire la structure familiale, détruire l'Église, détruire un certain nombre de choses, avilir l'éducation. Et c'est ça qu'on voyait. Hein, et qu'est-ce que Trump fait? Eh bien, tous ces facteurs de dégénérescence sont renversés sous Trump, ou presque tous. Vous allez me sortir, là, genre, je vais avoir un commentaire, genre, comme tu as oublié ce truc, Trump a dit que... Regardez, sur l'ensemble, sur 90% des trucs, on s'en allait avec le plan 16 ans vers du contrôle complet avec puces RFID, endoctrinement massif, guerre mondiale, à la style
comment ça s'appelle, Sum of All Fears, une opération, une guerre mondiale qui commence avec une opération sous faux drapeau, une bombe qui saute, le truc de Uranium One, j'avais expliqué ça dans le dernier web journal. Et donc, non seulement on obtient avec Trump la stabilisation, la paix mondiale, comme on vient de l'expliquer, mais on a aussi le renversement de tous les facteurs de dégénérescence. Et donc, c'est pour ça que je dis que Trump a une caractéristique comme de catéchon, c'est-à-dire quelqu'un qui retient et qui repousse l'avènement de l'Antéchrist, qui repousse la destruction du monde, et puis qui repousse, oui, d'une certaine façon, le retour du Christ aux grandes dames de Pierre Hillard et d'autres. Mais c'est ça, parce que si la société va bien, si c'est pas comme si Trump et Poutine, les deux, Trump et Poutine, redonnent vie au christianisme aux États-Unis. Là, il y avait comme plein de lois, comme du service de revenus, etc., puis des lois qui persécutaient les chrétiens, et Trump les enlève toutes une par une. Donc, les chrétiens peuvent... Aux États-Unis, il y a un boom de chrétienté aux États-Unis, comme il y a eu un boom de chrétienté avec le retour de Vladimir Poutine, même si, n'en déplaise à Pierre Hillard, la Russie n'a pas été consacrée au Sacré-Cœur. Et donc, il y a quand même... on n'est plus du tout dans... Et ce boom-là, ce retour du christianisme-là peut se passer partout. Y compris au Québec, en France, etc. Mais donc, c'est ça, le catéchon, c'est ce qui repousse. Et puis là, il y a Trump qui repousse, qui renverse tous les facteurs de dégénérescence, etc. Donc, catéchon, ce que je dis, c'est qu'il y en a probablement plusieurs de ce type de personnages-là qui repoussent la dégénérescence à plus tard, qui viennent des hommes, on pourrait les appeler, c'est pas des sauveurs, là, pour pas choquer personne, mais des hommes providentiels qui arrivent et qui empêche la destruction de l'humanité, qui repousse on pourrait dire l'avènement de l'Antéchrist, l'Apocalypse, tout ça, à plus tard. Puis là, il y a Trump qui fait ça, qui semble avoir tout fait ça. Il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, il reste juste le Hamas. Le Hamas sans tête, ils ont choisi de mourir. Mais ça va être, on va passer par-dessus, et puis ce nouveau Moyen-Orient-là va arriver. Et donc, puis après Trump, il y a comme le grand monarque. Fait qu'il il y en a comme un autre après. Là, fait que on n'est vraiment pas près de... Imaginez, là, le grand monarque, là, c'est celui qui a été prophétisé par Saint Rémy, là, celui qui a baptisé Clovis, le roi des Francs, je pense au 7e siècle, au 6e ou 7e siècle, 600 quelques, je ne me rappelle plus, à la bataille de Jemaine. Il a parlé de Saint-Rémy, qui est le Saint-Crème, pour l'onction, pour les rois, tout ça. Mais lui a parlé du grand monarque, le retour du Saint-Empire romain germanique. Puis il y en a eu une succession jusqu'à Nostradamus qui ont parlé. Il y a eu la mystique bretonne, Jaheni. Il y en a eu comme des dizaines qui ont parlé du grand monarque, dont Nostradamus, etc. Lui, il n'est pas encore arrivé. À moins que ce soit Trump, mais je pense pas. Là, je ne dirais pas jusque-là, parce que là, vous allez dire que je suis un vrai Trumpolâtre, mais on est... Et donc, voilà, c'est le concept de catéchon. Le grand monarque, c'est celui qui renverse la tendance, qui donne un second souffle à l'humanité. Donc, ce sont ces hommes providentiels qui arrivent et qui donnent un second souffle. Ce pas des sauveurs, là. Ils donnent un second souffle à l'humanité, etc. Voilà, c'est ce qu'on avait. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est ça, Québec est une terre sacrée, etc. Bon, je suis sûr que la plupart des peuples pensent qu'ils sont les peuples élus. Il y a des gens au Québec, c'est ça, qui pensent comme ça. En France, ils disent c'est le nouvel Israël. Et puis, la Russie pense que c'est la Sainte Russie. Les Russes, l'Église orthodoxe russe pense qu'elle est la seule véritable... Je pense que c'est ça. Hein, elle est la seule véritable héritière du christianisme, alors que ça a été comme dégénéré partout. Là, ça vient de Constantinople, de Byzance, et puis finalement, ça s'est retrouvé en Russie. Il y a eu l'Empire romain a été séparé en deux. Il y avait Rome, puis il y avait Constantinople, l'Empire d'Orient, et puis l'Empire romain d'Occident, et puis finalement, c'est ça. Constantinople est finalement tombé aux Turcs, mais voilà. Je ne vais pas faire d'histoire, on est rendu à 1h26. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Catéchon, rappelez-vous de ça. Voilà, on va remercier ceux qui nous soutiennent, puisque
On explique ces choses-là que les gens ne comprennent pas. On a une vision d'ensemble qui est absolument nécessaire. Euh, non seulement ça, mais ben, pour des gens, c'est hyper sécurisant tout ça. Pour d'autres, ça clarifie les choses. Pour d'autres, dans les web journaux, vous trouvez énormément d'arguments. Ça vous aide à réfléchir, etc. Un web journal, c'est tellement mieux qu'un film, même moyen ou mauvais. Tu sais, pensez là, à chaque fois que vous allez au cinéma, vous dépensez 25 ou je sais pas, comme 20 €, je sais pas. Là, vous sortez du film, ouais, c'était pas si bon que ça. Un web journal, c'est rarement très, très, très mauvais. Tu sais, le pire web journal contient quand même plus d'informations qu'un film moyen, disons. Il y a juste une fois de temps en temps qu'on sort du cinéma puis qu'on se dit ouais, c'était un super film, ça, wow! Et puis, tu sais, le phénomène Avatar, là, et puis avec les lunettes 3D. Les web journaux sont. Pour quelque chose comme le prix c'est à peu près le même temps, 1 h 30, là, vous avez quelque chose de beaucoup plus solide qui est beaucoup plus constructeur cognitivement, on se construit cognitivement, mais c'est pas juste ça, c'est qu'avec les web journaux, on développe des habitudes mentales, on apprend à élargir sa perspective, il y a des trucs qui restent. Dans les films, c'est rare qu'il y ait des trucs qui restent. Et donc, je pense qu'on a une utilité, on met beaucoup de travail là-dessus et on a besoin de votre aide, comme d'habitude. L'été, c'est toujours la pire période pour les web journaux. Et c'est ça, l'année dernière, on disait aux gens de vérifier leur carte de crédit si ça avait expiré, etc. Et en plus de ça, on est censuré, là. Il y a comme vérification d'âge. C'est pour ça que le mettre sur Twitter, je vais probablement réduire ce que... Merci, Frank. Je vais probablement réduire ce que je donne comme détail dans la description du web journal pour éviter la censure, les robots, l'intelligence artificielle. Parce que ça nous frappe fort, là, ça nous percute durement, cette vérification d'âge et tout. Et donc, pensez à nous soutenir si vous ne l'avez jamais fait, si vous avez grandement gagné avec les web journaux, si vous pensez que je suis un salopard qui défend les génocidaires israéliens, ben il y a d'autres chaînes, là, mais si au contraire, vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer, la paix dans le monde, etc., puis le dernier caillou, c'est le Hamas, puis le problème du Hamas, c'est son idéologie mortifère. On ne peut rien faire avec ça, ils ont choisi leur camp. C'est ça, finalement, le web journal en 30 secondes. Là. On s'en va vers un 21e siècle, l'âge d'or, un 21e siècle de paix, où au lieu de dépenser pour des systèmes d'armement, on dépense pour le développement technologique, le développement social, industriel. En tant qu'espèce, on se propulse dans le futur. Non, il n'y a pas d'antéchrist, etc. Et puis, parce qu'on renverse tous les facteurs de dégénérescence, on repousse ça à plus tard. On verra, dans 3 générations, on ramènera ça. Ça ne sera pas de notre vivant. Je pense que c'est clair. Voilà, donc si cette perspective stratosphérique vous a allumé, pensez à nous, pensez à nous appuyer, c'est grandement apprécié. OK? Est-ce que ouais, je vais encore une fois, parce que c'est un pitch de financement, fait que je suis obligé de me lancer des fleurs. Je suis obligé de dire c'est bon, et puis, tu sais, vous aimez ça, et donc, appuyez-nous, et puis, oh, Grinch, merci beaucoup. Et donc, vous, en tout cas, vous connaissez la valeur des web journaux, puisque ça vous apporte quelque chose, pensez à nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On va se laisser là-dessus. 1 h 30, c'est pas mal la limite, et puis j'ai les yeux qui fatiguent. Ça fait comme 3 jours que je suis comme ça, là, je ne cligne pas des yeux devant mon écran, là, à faire le web journal. Et donc, cette semaine, je vais probablement faire une petite capsule de 15-20 minutes sur RFK Junior, là, ce qui se passe en santé. Ça va juste être informatif, ça ne sera pas un web journal, mais c'est parce que je pense qu'il faut faut le dire, c'est majeur. Et tout ça, encore une fois, les pistes vinaigres qui disaient il a retourné sa veste, nanana, tu sais, genre. Sur le long terme, ils ont toujours tort. Puis, j'aimerais pas ça être un pisse vinaigre. Des gens qui ont des problèmes de dopamine. Lâchez la porno. Allez. On se donne rendez-vous mercredi. Ciao.